sommes 3 entrepreneurs, Magali, Christian et Étienne, qui après de multiples expériences, avons choisi de vivre de nouvelles formes de travail au sein d'une coopérative. La coopérative d'activité et d'emploi Opteos à Lille. Avec Bosser Nouveau, notre podcast, nous souhaitons aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme nous, expérimentent ces nouvelles formes de travail sur le terrain des nombreuses initiatives qui naissent autour des communs, de l'économie solidaire, des coopératives ou de la gouvernance partagée. Bosser Nouveau, c'est questionner la dimension politique de ces alternatives qui se développent à vitesse grand V aujourd'hui. C'est aussi raconter comment ces pratiques émergentes peuvent être cohérentes, innovantes, viables et joyeuses, comment passer du travail souffrance au travail émancipateur, danser sur la complexité du bosser nouveau. Travailleuse, travailleur. Priorité absolue au travail. C'est comment travailler. On doit travailler davantage. Oh, mais tu travailles trop. Allez les mecs, au boulot! Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas. Bosser Nouveau, cycle 1, Uber toi-même, épisode 1, livraison à vélo, les univers parallèles. Bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue dans l'épisode 1 de Bosser Nouveau. Alors moi je m'appelle Magali, j'ai 40 ans, pacsée, 2 enfants, j'habite à Lille et depuis peu je suis entrepreneuse. Car oui, nous sommes ici pour parler boulot. Ma vie professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Après des premières expériences de stage ou de job d'été assez peu satisfaisantes, voire carrément foireuses, j'ai choisi de faire des études longues, très longues, principalement pour repousser le moment de mon arrivée sur le marché du travail. Après 8 années de doctorat, durant lesquelles j'en ai profité pour faire plein d'autres choses non rémunérées, j'ai fini par terminer ma thèse de socio. Et alors, il a bien fallu aller bosser. J'ai eu quelques jobs chouettes, dans le social ou l'éducatif, parfois plusieurs temps partiels cumulés, toujours sous-payés, souvent précaires. Mais à chaque fois, ça me fatigue et j'ai toujours envie de me barrer. Comme pas mal de personnes, j'ai du mal avec différentes choses. La hiérarchie, la routine, le manque d'autonomie, les horaires fixes, les tâches administratives imposées, les ambiances au travail pourries, surtout quand les gens sont en souffrance. Alors, il y a 1 an, après avoir été sauvée de justesse du burn-out par le confinement, j'ai décidé de quitter mon dernier emploi et de me mettre à mon compte. Mais je ne me voyais pas auto-entreprendre toute seule dans mon coin. J'ai pas non plus un profil de freelance solitaire, assez peu de compétences commerciales, assez peu l'esprit libéral. Et puis mon père était syndicaliste, alors forcément je pense aussi à mes droits. Bref, la solution est vite apparue. La CAE, Coopérative d'activité et d'emploi. Alors c'est quoi une CAE ? En fait, c'est une coopérative qui regroupe différents entrepreneurs et qui mutualise les dimensions administratives et comptables. Chacun reste indépendant, il n'y a pas de patron, pas d'horaire imposé. Les entrepreneurs mènent leur activité et ils ont la charge de la développer et de trouver des clients à facturer pour générer du chiffre d'affaires. Mais avec ce chiffre d'affaires, ils peuvent se salarier via la CAE et ainsi bénéficier de la couverture sociale à laquelle a droit tout salarié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la CAE ne garantit pas de revenus fixes ou de salaire minimum, mais elle permet à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse de s'auto-salarier, en quelque sorte. Souvent, en CAE, on commence par le contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est le statut qui est aussi proposé par les couveuses et qui sert à tester une activité. Ce qui est pas mal, c'est que ce statut est compatible avec d'autres statuts, notamment celui de demandeur d'emploi indemnisé. En clair, on peut démarrer son activité en CAE et commencer à accumuler de la trésorerie tout en continuant de toucher son chômage si on en a besoin. Vous suivez ? Bref, c'est comme ça qu'en janvier 2021, je suis arrivée chez Opteos, une coopérative d'entrepreneurs de Lille, en contrat CAP. Une fois dans ce collectif, je découvre qu'il y a des consultants, des formateurs, des communicants, des informaticiens, des facilitateurs, des accompagnants. Et des gens qui font plus ou moins tout ça à la fois. Bref, des travailleurs qualifiés et polyvalents du tertiaire. Plus étonnant, j'apprends qu'il y a aussi des livreurs à vélo qui ont créé une marque collective, Lille Bike, et qu'ils ont un lieu dans le Vieux-Lille avec d'autres entrepreneurs à vélo. Alors qu'on entend parler partout d'ubérisation, ma curiosité est piquée au vif et je me dis, allons voir ça. Ça tourne. Le terme ubérisation est apparu en 2014 avec l'essor de la start-up californienne Uber
qui met en relation, via une application mobile, des particuliers qui souhaitent se déplacer et des chauffeurs. L'ubérisation est-elle une chance pour l'économie ? Les entreprises issues de l'ubérisation créent des richesses, mais sont aussi destructrices. On ne sait pas encore de quel côté penchera la balance. Alors moi c'est Foulk, je vais avoir 35 ans là et je suis à Lille Bike donc en tant que livreur depuis un peu plus d'1 an. Donc là on est au local des boîtes à vélo Lille. Les boîtes à vélo, c'est une asso en fait qui réunit des entrepreneuses à vélo sur différents types de métiers. On a ici les livreurs de Lille Bike, on a aussi un plombier, on a des cuisiniers. On a quelqu'un qui fait du lavage de vitres, on a un atelier de réparation, on a aussi un réparateur qui lui se déplace en vélo cargo. Donc voilà, on a tout un écosystème en fait d'entrepreneuriat à vélo. Je m'appelle Pablo Parra avec mon accent. Du coup, j'ai fait partie d'Opteos depuis mars 2020 avec les projets de l'ABC, donc de l'atelier des réparations, et les projets de Lille Bike, donc les coursiers à vélo. Donc j'ai jongle entre les deux, et voilà. Bonjour, donc je m'appelle Gypsy, je viens d'intégrer Lille Bike là, au mois de janvier. Donc je suis maintenant livreur à vélo, entrepreneur, coopérateur et plein de choses derrière. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à Lille Bike, comment ça s'est passé, la découverte et l'adhésion au projet? Alors c'est une histoire qui est un petit peu dingue. Moi là, ça va faire 2 ans que je suis au chômage suite à une rupture conventionnelle. J'ai déjà été entrepreneur de 2011 à 2015. Et puis suite à ça, une période de salariat qui m'a pas du tout convenu. Donc j'ai profité de ma période de chômage pour me recentrer en fait, essayer de comprendre qui j'étais, comment je travaillais, de quoi j'avais besoin. Et puis je suis passée par plusieurs phases, dont un rejet total du salariat. Sauf que entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est quand même pas la même chose. J'avais quand même un besoin de sécurité, besoin de pas travailler toute seule, surtout. De sentir de faire partie d'un groupe, d'une dynamique. Et c'est là qu'arrive la partie la plus drôle du début du projet. C'est qu'un beau matin, alors que j'étais pas censée être chez moi, j'entends un bruit, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est Rémi qui était venu en renfort l'été dernier chez Lille Bike, qui devait livrer du vin à ma voisine pour son anniversaire. Se plante de sonnette, je lui ouvre la porte et je le vois devant chez moi avec le bullet de Pablo, le fameux vélo des rêves de mon chéri. Puis forcément on se met à discuter vélo et puis une chose en entraînant une autre, je lui dis que je suis au chômage mais que le vélo ça fait quand même partie de nos vies, qu'on roule pas mal, c'est notre moyen de transport. Et puis là naturellement il en vient me proposer de rejoindre l'équipe en me disant que voilà, il cherche du monde, que ça c'est une activité qui n'est pas encore très développée mais qui a du gros potentiel. Et que si j'ai envie de faire partie de l'aventure, que j'hésite pas et que j'y aille, quoi. Et là-dedans, je découvre que donc ici, au hangar, qui est le lieu collectif des boîtes à vélo sur l'île, il y a en fait une formation qui s'appelle Ma Cyclo-entreprise, qui a lieu le lundi suivant. Et du coup, j'en ai profité pour mettre les pieds dedans et faire cette formation qui m'a confortée dans mon idée. Et puis voilà, c'est parti, j'ai commandé mon vélo, j'ai commencé là au mois de janvier. J'ai le record de pluie, de neige, de tempête, de tout ce qu'il faut. Et pourtant, j'adore ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe une journée type pour toi depuis que tu as commencé cette activité ? C'est voir le sourire d'une mamie quand on lui livre un bouquet de fleurs et qu'elle s'y attend pas du tout. Je fais quelque chose d'utile, je bouge. Je sais exactement ce que j'ai fait à la fin de ma journée. C'est hyper, ça a beaucoup de sens pour moi et c'est hyper valorisant.
Et puis le reste du temps, en fait, c'est du boulot d'entrepreneur, c'est du marketing, du développement, aller chercher de nouveaux clients, essayer d'imaginer d'autres manières de travailler, essayer de trouver et d'adapter les outils pour nous rendre le boulot en fait le plus facile, le plus fluide, et rendre possible en fait le fait qu'on ait un système qui soit rentable et pérenne à long terme. C'est quand même le nerf de la guerre. Et est-ce que c'était important pour toi de passer par la coopérative d'activité et d'emploi, par Opteos? Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Clairement, la coopérative d'emploi, pour moi, c'est une sécurité. Clairement. En fait, quelque part, si mon activité fonctionne en tant qu'entrepreneur salarié, c'est qu'en fait, c'est réellement viable. Et poser ce cadre-là, c'est aussi vachement structurant. C'est de se dire, voilà, mon objectif, il est là, il est réel. Je suis pas là pour me sous-payer, je suis pas là pour sous-évaluer les choses. Ma protection sociale a un coût. Toutes les choses, en fait, qui s'y rapportent ont un coût. Et on le prend en compte et on s'arrange pour que ça puisse être couvert par le taux horaire et fonctionner et, en fait, baser le tarif là-dessus, quoi. Après, c'est à réexpliquer, en fait, si on fait l'effort de pédagogie là-dessus, je dis pas qu'on aura 100% de réussite, mais que ouais, il y a des clients qu'on va décrocher grâce à ça, et que les autres, si on un tout petit peu les sensibiliser, si c'est un tout début de petite prise de conscience, on aura déjà fait quelque chose, quoi. Pour l'instant, la rémunération à court terme, elle est pas là. Je me suis mis un objectif au mois de septembre. Je verrai où en est la situation, voir combien je peux me permettre de me salarier à ce moment-là. Et puis prendre une décision, voir si je continue dans ce boulot à plein temps ou si je trouve une activité annexe, est-ce que c'est cumulable, etc. Mais pour l'instant, c'est la phase de on développe, on y va, on y croit. On n'est pas là pour aller se cramer au boulot, on n'est pas là pour rouler comme des cinglés. Parce que c'est ça aussi, c'est que moins les courses sont payées, au plus ça pousse à rouler vite, potentiellement à prendre des risques. On est quand même hyper fragile sur nos petits vélos. On a beau rouler, on a beau piloter. Un camion, un chauffard, on se le prend et on est vraiment en première ligne là-dessus, on est hyper fragile. Moi, c'est Étienne. Je m'occupe de la musique et du design sonore dans ce podcast. Mais cela ne m'empêche pas d'aller aussi sur le terrain de temps en temps. J'ai donc décidé dans cet épisode de m'intéresser aux migrants sans papier qui font de la livraison à vélo et qui se situent à l'autre extrémité du spectre des coursiers et livreurs indépendants. Par chance, dans les espaces qui accueillent Gypsy, Pablo et Foulk de Lil Bike se trouve également un centre d'hébergement d'urgence où j'aurai peut-être la chance d'en rencontrer. En fait, le bâtiment dans lequel se retrouve tout ce petit monde, c'est l'ex-institution Sainte-Marie, dans le Vieux-Lille. Les lieux sont occupés temporairement par une communauté d'une dizaine d'associations et d'entreprises, dont Lil Bike, et qui forment le tiers-lieu éphémère Au fil de soi. On parle de gestion transitoire, et c'est l'association Habitat et Humanisme qui s'occupe de cette gestion. Donc 60 personnes qui dorment ici. 61, 62 d'ailleurs, on a 61 places. Romain, qui me fait visiter l'hébergement d'urgence, est travailleur social. Sont accueillis dans ce foyer 64 hommes isolés orientés par le 115, dont un quart est en formation professionnelle. La mission de l'association qui gère le foyer sont la mise à l'abri, l'accompagnement juridique et administratif, les soins et l'insertion sociale et professionnelle. Sacré programme. C'est Romain ? Ouais, je peux rentrer les gars ? Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Bonjour. J'ai une question pour vous, monsieur. Ouais. Monsieur est journaliste radio. Ouais. Et il aimerait bien discuter avec des livreurs Uber Eats et Deliveroo sur les conditions de travail. Ah, mais c'est pas filmé quand même. Non, c'est juste non, radio. Pas filmé. Je suis même pas vraiment journaliste. Je fais des reportages et c'est de manière complètement indépendante. Voilà. On peut dire que tu t'appelles Albert, mais c'est pas un problème. Ouais, si c'est pas filmé quand même. Non, c'est pas filmé. Ok, et en gros, l'idée c'est. Il y a des gens qui nous
piège, il faut un caméra caché après, il faut sortir nos visages. Non, ça c'est pas l'idée du tout. Après avoir essuyé plusieurs refus de pensionnaires méfiants, Romain me laisse dans une chambre calme au fond du couloir. Ça sent le riz cuit et les épices. Nous sommes en fin d'après-midi, mais 2 jeunes hommes y prennent le déjeuner. Ils rentrent au foyer pour manger durant les heures creuses de livraison. On m'installe poliment sur une chaise et on engage rapidement la conversation. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux me dire un peu depuis combien de temps tu habites ici ? Déjà, je vais commencer à me présenter. Moi, c'est Abdoul. Et je suis d'origine guinéenne. Je suis là en France, ça fait au moins 4 ans de cela, en situation irrégulière. Et depuis quand tu habites ici ? Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que cet endroit ? J'habite ici, ça fait au moins 2 ans de cela, avec des collègues. En fait, nous sommes venus ici par le canal du 115, parce que nous sommes dans la procédure irrégulière. Et alors, est-ce que tu travailles ? Comment ça se passe ? Je travaille au noir. En Uber Eats pour la livraison. Comment est-ce que ça s'organise ? Comment est-ce que ça s'est organisé aussi ? Tu sais, en faisant la livraison, déjà moi je n'ai pas de papier et je travaille au compte de quelqu'un et dans la semaine, je le paye. Après le reste, il me donne mon argent et c'est dans ça parce que je n'ai pas de ressources et voilà. Tu loues un compte en fait ? Ouais, je loue un compte, oui. Quand la personne me donne le compte et je travaille une semaine, et il prend 120 €. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu as rencontré cette personne ? C'est des connaissances parce qu'au début, déjà, nouvellement, quand j'étais venu ici, j'avais commencé, j'étais en Italie. Bon, sur cette question, je sens bien que Abdoul essaye de noyer le poisson au sujet de la personne à qui il loue son compte Uber Eats et qui lui reverse l'argent. Il aurait eu le contact par l'intermédiaire d'autres livreurs sans papier comme lui. Il s'agit souvent d'autres coursiers à vélo peu scrupuleux, qui ouvrent parfois un compte sur chaque plateforme de livraison pour y installer des livreurs sans papier. Les plus audacieux arriveraient à dégager 1 000 € par mois sans enfourcher le moindre vélo. Commissions abusives, retard ou absence de paiement sont légion. Les précaires s'exploitent entre eux. Ok. Et alors tu travailles beaucoup dans la semaine pour gagner un salaire ? Comment ? En tout cas, j'ai pas de temps, franchement. Le peu de temps que j'ai, c'est entre 14h à 18h quand je viens ici, comme vous voulez le contester, on vient de manger. Est-ce que tu as déjà été blessé ? Est-ce que tu es déjà tombé ? Ouais, et c'est tout récemment le mois surpassé. Et j'ai fait un accident ici, juste derrière ici. Mon pied, c'est un peu gommé, quoi. Si tu te blesses un peu plus sérieusement ? Bon, si j'avais une commande et j'appelle le service Uber Eats en leur disant que j'ai fait l'accident, pour être clair, ils vont envoyer l'email sur la personne qui m'a donné le compte en leur demandant s'il va bien ou pas. Bon, en tout cas, il n'y a pas de sécurité quand même. Et est-ce que tu sais qu'il y a des livreurs qui sont en bas aussi ? Ceux qui ont l'atelier de réparation, la Lil Bike ? Tu as déjà discuté avec eux ? Est-ce que tu sais comment ils fonctionnent, eux ? Non, en vrai, je ne me suis jamais discuté avec eux. Mais il y a un gars là-bas qu'il m'aime beaucoup, du nom de Pablo. Quand j'ai un problème au niveau de mon vélo, c'est lui qui me le répare après. Je lui donne son argent. En tout cas, c'est un gars super cool, Pablo. Visiblement, peu de connexion entre ces deux mondes qui pourtant cohabitent dans les mêmes espaces et pratiquent la même activité. Nous continuons à discuter quelque temps de leurs projets, de leur détermination à contribuer à l'effort français, malgré ces papiers qui n'arrivent jamais et sans quoi tout n'est qu'incertitude et précarité. Les gars sont contents qu'on leur donne la parole, je ne suis pas venu pour rien. En y repensant, leur situation est kafkaïenne. Les plateformes numériques ont indéniablement une responsabilité de premier ordre. Elles se réfugient derrière leurs conditions d'utilisation qui interdisent de prêter ou louer un compte et que tout détenteur d'un compte s'engage à respecter. En réalité, elles se moquent bien de l'identité de la personne qui effectue les livraisons du moment que la course est faite. Un système de reconnaissance faciale serait à l'étude afin de contrer cette dérive. Mais quand bien même la faille était réparée par ces grandes entreprises de la tech, les jeunes migrants se retrouveraient sans le moindre revenu. Un mal pour un bien ? Évidemment, sans papier, impossible d'envisager la livraison au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Et comment résoudre un tel problème sans une réelle action des pouvoirs publics ? Mais ça, c'est un autre sujet. Deliveroo, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que maintenant, ils nous payent au rabais. Ça veut dire les petites courses. On a perdu entre 1,50 €, voire 2 €, même 3 € en un an
sur une commande, c'est quand même abusé. Et pour les grandes distances, ils ont augmenté de quoi? De 30-40 centimes. On sait très bien qu'en septembre, ça va être un feu de paille et ils vont les redescendre. Donc ils nous ont divisé nos salaires en deux. Et nous, on veut se battre pour remonter les prix à 5 €, quoi. Minimum 5 €. J'étais quoi, sur du 2002 net, on va dire. Je trouvais ça peu déjà pour 55 heures de travail. Mais alors là, je vais me retrouver à combien? À 1100, 1200 €. Et sans couverture sociale, sans rien du tout. On est des auto-entrepreneurs, on n'a rien du tout, nous. Donc si j'ai bien compris, les CAE sont une alternative à l'auto-entreprise et permettent à des coursiers à vélo de se salarier sur leurs courses et d'investir dans leur protection sociale. Pour ce qui est du statut, nous avons donc une alternative viable. En revanche, la question de l'outil de production reste en suspens. En effet, comment trouver des alternatives aux grandes plateformes capitalistiques comme Uber ? La réponse se trouve du côté des plateformes coopératives. D'ailleurs, Lilbike en utilise une pour ses livraisons. Avec l'aide de ces plateformes, un espoir serait-il possible ? Dans l'épisode 2, Christian, le troisième acolyte de Bosser Nouveau, poursuivra l'enquête en allant à la rencontre d'un acteur de l'économie collaborative qui en connaît un rayon sur les plateformes coopératives, Alexandre Bigot-Verdier. Foulk, quant à lui, nous expliquera en pratique comment l'équipe de Lilbike s'est emparée du logiciel Copcycle, leur plateforme de réservation et de mise en relation libre et open source. Merci de votre écoute, à bientôt.